J'espère qu'ils oseront venir, les retardataires. Cette table ronde qui s'intitule « L'océan, la pollution et nous », et oui, parce qu'on est tous impliqués, sinon responsables, à notre échelle de ce qui se passe. On va voir ce qui se passe avec Lauriane Ernest. Vous êtes responsable du partenariat et du développement stratégique pour Expédition 7e Continent, qui est une association. Vous pouvez lui dire un peu ce qu'elle fait ? Bonjour. Donc, Expédition 7e Continent, c'est une association qui lutte contre la pollution plastique. Donc, vraiment, on est focusé sur le plastique, sachant qu'on n'est pas contre le plastique en tant que tel, mais on cherche les impacts une fois que c'est dans un milieu océanique. Donc, on lutte contre cette pollution par la science. Donc, on organise des expéditions en haute mer, dans les gyres, et j'y reviendrai tout à l'heure, en emmenant des scientifiques, donc des chimistes, des biologistes marins, etc. Et le deuxième volet, donc pour mieux comprendre un peu cette pollution et les impacts qu'elle a, et par l'éducation et la pédagogie, la sensibilisation à terre. Très bien. À côté de vous, on va se passer le micro. Henri Augier, vous êtes professeur de biologie et d'écologie marine. Vous avez été longtemps professeur en exercice à l'Université de la Méditerranée, c'est ça ? Oui, alors je suis professeur à la retraite. Ah oui, c'est ce que je ne voulais pas dire. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc je dirigeais un laboratoire de biologie marine fondamentale et appliquée et un centre d'études de recherche et d'information sur la mer. Je suis aussi un plongeur professionnel, breveté d'hyperbarie, et donc j'ai bourlingué un peu partout et j'ai plongé dans des cloaques affreux et puis aussi dans des sanctuaires fantastiques. Donc je peux porter témoignage aussi ici qu'il y a encore des endroits merveilleux sous la mer, mais il y a aussi des endroits abominables, et donc on pourra en parler tout à l'heure. Je suis aussi président de l'Union Calanque Littoral, qui bagarre en ce moment contre un industriel pugnace, dont on connaît vraiment ce qui se passe avec le rejet des boues rouges et les eaux claires qui sortent maintenant et qui sont aussi toxiques que les boues rouges. Donc si vous avez des questions là-dessus, je suis prêt à y répondre. Ah bah attendez, on va en parler avant. Puis après, vous aurez du temps pour poser des questions à Monsieur Augier, à tout le monde. Maëlle Capello, vous êtes membre de Zero Waste. Alors, il faut nous dire ce que c'est Zero Waste. Zero Waste France, c'est une association citoyenne en fait, qui portait avant le nom de CNID, donc Centre national d'information indépendante sur les déchets, et qui existe depuis 1997. Donc nous, en fait, on a 3 volets principaux d'activité. Donc le premier, c'est celui d'informer sur les problèmes qui sont liés aux déchets. Le second, c'est tout un travail de plaidoyer, en fait, pour faire évoluer la réglementation en faveur d'une réduction des déchets. Et le troisième volet, c'est d'accompagner, en fait, différentes sortes d'acteurs qui souhaitent œuvrer pour arriver à une société zéro déchet. Donc ça peut être, par exemple, des entrepreneurs qui ont un projet d'activité qui va dans ce sens-là. Ça peut être aussi des collectivités territoriales qui décident de réfléchir à mieux gérer les déchets dont ils ont la charge. Et ça peut être aussi toutes les associations locales en fait, qui sont en lutte contre des installations polluantes ou alors qui ont envie de porter le message d'une démarche zéro déchet. Donc je vous dirai un petit peu plus ce que c'est la démarche zéro déchet tout à l'heure. Jean-Marc, je vous donne un micro. Jean-Marc Barre, vous êtes acteur et réalisateur. Alors, il faut quand même que je dise que vous avez incarné Jacques Mayol dans Le Grand Bleu, un film qui a marqué une génération au moins, la mienne. Ok. Au moins, je peux parler qu'en mon nom. Et vous êtes ici en tant que parrain d'une association qui s'appelle Expédition Med, qui fait du soutien à la recherche scientifique sur les plastiques en mer, en partie en faisant appel aux sciences participatives, et qui fait de la sensibilisation et de l'action citoyenne, notamment en demandant aux gens, en leur suggérant, en les incitant à signer une pétition dont on va reparler au cours de cette table ronde. J'aimerais bien vous demander pourquoi vous vous êtes engagé auprès d'Expédition Med. Il y a beaucoup de raisons, mais justement, cette lien à la mer, j'ai eu une enfance privilégiée quand j'ai grandi à San Diego, en Californie. Je travaillais, il y avait le surf et toutes les choses comme ça, mais j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur des bateaux de pêche et donc d'avoir un vrai contact avec la mer. Et donc, quand on m'a demandé de faire Le Grand Bleu,
il n'y avait pas une appréhension, parce qu'on me demandait qu'il fallait plonger à 30 mètres à l'apnée. Et c'était quelque chose qui, pour moi, était assez facile. Et je pense que, justement, un des messages du film, c'est qu'on est lié à la mer par l'évolution. Et c'est un espace à nous. Et donc, on doit le protéger, comme on est en train d'essayer de protéger aussi nos terres. Donc, voilà. C'était naturel pour vous de répondre à l'appel de... C'est-à-dire que maintenant, on est dans une... souvent, quand on demande à une célébrité de venir faire des choses, c'est assez frustrant parce qu'on ne fait pas grand-chose. Ma solidarité avec expeditionmed.eu, c'est parce que là, il y a une démarche démocratique qui est en train de se faire. Mais aussi, le problème est tellement imminent et énorme que je pense que l'action est nécessaire. Voilà. Bon, on va voir à quel point le problème est énorme. Avec Lauriane, on va commencer par parler un peu du plastique en mer, même si ça ne fait pas du bien. Il faut quand même rappeler ce qui se passe. Oui. Déjà, je voudrais revenir sur le terme 7e continent. Parce que quand ce terme est sorti, donc il y a un petit abus de langage autour de ça, on a l'impression, on visualise une espèce de nouvelle île en mer, donc quelque chose de solide sur lequel on peut marcher, et voilà, et à la rigueur, ça serait super, ça serait les nouvelles Bahamas, et voilà. En fait, c'est pas du tout ça. Le phénomène 7e continent, c'est les courants dans les océans qui forment ce qu'on appelle des gyres, dans des espèces de vortex, dans lesquels les déchets, finalement, sont absorbés et finissent. Et donc, les déchets, c'est plutôt une soupe de plastique qu'un continent de plastique. C'est une soupe de plastique qu'on a du mal à estimer aujourd'hui. Donc, on l'estime à 270 000 tonnes en surface. Parce qu'en fait, on n'est pas encore capable de savoir ce qui se passe en profondeur. Donc, déjà, on a les chiffres de la surface. Et 270 000 tonnes, en fait, j'ai fait le calcul, c'est 27 fois, on sait que le plastique c'est constitué en grande partie de pétrole, 270 000 tonnes, c'est 27 fois la pollution de l'Erika, de la mer Noire de l'Erika. Donc c'est beaucoup et c'est que la partie qu'on connaît, sachant qu'on ne connaît pas une grande partie. Il faut ramener ces chiffres en fait, de pollution plastique à la production. En 1950, on produisait au niveau mondial 1,5 million de tonnes, j'ai une petite anti-sèche, hein, voilà. Dans le monde, on en produit autour de 300 millions de tonnes aujourd'hui, et c'est un chiffre qui est évidemment exponentiel. Là-dessus, on considère que chaque année, il y en a 10 millions de tonnes qui finissent dans les océans. Et nous, on arrive à en repérer que 270 000 tonnes à la surface. C'est-à-dire qu'on a une grosse déperdition, on ne sait pas exactement ce qu'elle devient, est-ce qu'elle coule, est-ce qu'elle est ingérée, voilà, on ne sait pas exactement ce qu'elle devient. Et donc c'est justement un des volets sur lesquels Expédition 7e continent travaille. Cette pollution, elle vient à 20% de l'activité en mer, donc voilà, le transport, les croisières, ce genre de choses, et à 80% surtout de la pollution terrestre en fait, de notre activité à terre, qui fait que, ne serait-ce qu'avec le cycle de l'eau, quand on jette une bouteille plastique du télésiège au ski, et quand la neige fond, voilà, l'eau rejoint les rivières rejoignent les océans, rejoignent la mer et rejoignent les océans, etc. Et en fait, ce plastique se délite, se fragmente, et c'est ça qu'on étudie notamment, que nos scientifiques ont découvert et sur lesquels ils publient, c'est la fragmentation en microparticules et nanoparticules. Une nanoparticule, c'est 30 000 fois moindre que le diamètre d'un cheveu. Donc c'est une pollution qui devient invisible, et du coup elle est super sournoise parce qu'on ne la voit pas. Et donc déjà parce qu'on ne la voit pas, on ne la connaît pas, mal. Et ensuite, on peut se poser plein de questions à partir de ça, c'est-à-dire est-ce que les organismes et les écosystèmes en mer sont affectés par cette pollution? Donc on a facilement tendance à imaginer que oui, mais il faut pouvoir le prouver. Et donc à terme, est-ce que ça remonte la chaîne alimentaire et ça pourrait parvenir jusqu'à nous? Il y a cet aspect-là. Il y a aussi, pourquoi c'est dangereux, c'est le transport des espèces invasives. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le transport des espèces invasives? C'est qu'en fait, sur tous ces déchets plastiques, ces micro et ces nanoparticules, il y a des écosystèmes qui se forment, mais notamment aussi des bactéries et des virus qui peuvent être transportés finalement d'un endroit à l'autre, comme sur un petit radeau, en fait, si vous devez retenir une image.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'un virus qui est ciblé sur une zone, à un moment donné, elle peut traverser l'Atlantique, elle peut traverser le Pacifique et atterrir sur une autre zone. Et donc ça, c'est potentiellement dangereux. Un autre danger encore, bon, après j'arrête de vous faire peur, sur la pollution plastique, c'est que ça agit un peu, ce matériau, comme une éponge. Donc ça veut dire que ça va absorber et libérer des polluants organiques persistants, des substances chimiques, etc. Et voilà, de nouveau, ça pose le problème sur la chaîne alimentaire, qu'est-ce que ça donne sur les écosystèmes en mer. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des dangers. Mais donc, pour passer sur l'aspect plus positif et solutions, donc nous, on œuvre énormément sur l'éducation et la pédagogie. Donc, la meilleure chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est vraiment de limiter donc, notre usage à terre et de favoriser au maximum le geste de tri pour que ce déchet devienne à terme une ressource. Et c'est une bonne transition. On va en parler de zéro waste. Sauf que... Ah, pardon. Oui. Monsieur Augier, on avait prévu une introduction sur la pollution des mers en général, que j'ai complètement escamotée. Donc je vous propose de la faire maintenant, parce que c'est quand même important. C'est pas grave. C'est complètement ma faute. Ouais, c'est pour bien comprendre ce qui se passe au point de vue de la pollution de la mer. Si vous voulez, les mers et océans ont toujours, de tout temps, joué le rôle de récepteur universel de nos déchets et de nos pollutions. Pendant très longtemps, c'était possible. C'était possible parce que aussi bien les eaux douces, qui transportent donc tous les polluants jusqu'à la mer, que l'eau salée contiennent des organismes, des micro-organismes, notamment des bactéries, qui ont le pouvoir d'assainir. Ça veut dire que ces bactéries sont capables de casser les molécules de pollution. Et pendant très longtemps, ces molécules de pollution, c'était des produits organiques. Et donc, ces organismes savaient faire. Et donc, il n'y avait pas de problème jusqu'à une période que vous connaissez bien, qui est la période industrielle. Et donc, à ce moment-là, les humains ont inventé des produits qui n'existaient pas dans la nature. Ça veut dire que ces bactéries qui régénéraient la mer avaient un pouvoir qui était impossible sur ces produits. C'est-à-dire que c'était des produits qui étaient peu ou pas biodégradables et par conséquent indestructibles. Et ça veut dire qu'à mesure qu'on les rejetait en mer, ça s'accumulait. Et donc, il y a eu deux phénomènes fondamentaux. C'est que d'abord, les rejets étaient trop nombreux. C'était lié, bien entendu, à la surpopulation. Et d'autre part, c'était des produits qui étaient indestructibles. Et donc, ces organismes n'étaient pas capables de dégrader ces polluants. Et donc, ça ne faisait que s'accentuer. Et on arrive donc à des terreurs sous la mer, c'est-à-dire des zones où les produits toxiques, aussi bien les métaux lourds, les pesticides, les détergents que nous avons inventés, etc., sont peu ou pas dégradables. Et donc, ils vont continuer leur œuvre de mort sur la vie marine, la végétation et les animaux marins. Et donc, on assiste à un appauvrissement continu de la biodiversité. Et nous sommes donc à une période charnière. Il faut essayer d'arrêter ou de ralentir ce phénomène, ce qui n'est pas facile. Et donc, c'est un vaste sujet. Et tout à l'heure, je reprendrai la parole pour vous expliquer ce qui se passe dans un parc national, le parc national des Calanques, où un industriel donc, rejette des produits qui ne sont pas biodégradables. Donc tout à l'heure, je pourrais intervenir. Absolument, mais vous avez le temps. Maëlle, je me tourne vers vous, parce que votre association Zero Waste, c'est pas une association qui est très marine, elle est très terrestre. Elle s'occupe de nos comportements de consommation, de ce qu'on fait de nos déchets, comment on organise notre économie. Et selon votre association, c'est en grande partie là qu'est la solution. Vous pouvez nous expliquer? Je vous passe un micro, ce sera mieux. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas seulement sur la consommation, mais aussi sur tous les modes de production qui participent aussi à la production de déchets. Il n'y a pas seulement au moment où on consomme qu'on produit des déchets. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a un rôle à jouer aussi dans la réduction des déchets marins? Tout simplement parce que
Déjà, les déchets finalement qui se retrouvent dans la nature, en fait, ce ne sont qu'une partie des déchets qui sont produits, et les autres déchets, en fait, ils sont traités. Donc, en France aujourd'hui, on a 2 exutoires principaux qui sont la décharge et l'incinérateur. Donc, ces 2 exutoires, ces 2 modes de traitement, en fait, sont eux aussi en eux-mêmes extrêmement polluants. Donc, les déchets en soi, en fait, sont un problème qui se retrouve de la nature. Évidemment, là où on retrouve en fait tous les dégâts en fait que vous venez d'énoncer, mais aussi d'une manière plus large. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a 38% de nos déchets qui finissent en décharge. On a donc 236 décharges à ciel ouvert, hein, donc celles qu'on peut imaginer en Afrique ou en Amérique latine, etc. On a les mêmes en France. On appelle ça des centres d'enfouissement technique. On dit que les décharges à ciel ouvert, c'est terminé, mais c'est exactement la même chose. Une décharge en fonctionnement est forcément à ciel ouvert. En fait, on la recouvre quand elle est arrivée à son plein d'enfouissement. Donc à ces décharges en fait, à ciel ouvert, donc, qui traitent les déchets ménagers, on peut ajouter aussi celles qui traitent des déchets spécifiques, donc les déchets du bâtiment, mais aussi tous les déchets dangereux. Donc il y a plus de 236 décharges en tout en France. Donc ces déchets-là, quand ils sont en décharge, en fait, ils fermentent, ils créent du méthane. Et en plus de la fermentation, comme il y a aussi les eaux de pluie qui s'infiltrent, en fait, ça fait une sorte de jus qui s'appelle le lixivia et qui s'infiltre dans les sols et qui est composé de métaux lourds et de tous les produits toxiques qui se retrouvent dans les déchets. Donc ces décharges, en général, il y a des membranes qui servent à retarder en fait la pénétration des sols par ces lixivia, mais ces membranes-là, on ne peut ni garantir de leur durée de vie, ni leur résistance en fait à certaines substances toxiques. Donc encore une fois, ça se retrouve dans les sols, dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau et aussi, en fin de compte, donc, dans les mers et les océans. Ensuite, on a le deuxième mode de traitement qui sont les incinérateurs. Donc en France, on a 126 installations. Et en fait, le principe d'un incinérateur, c'est de brûler en fait, des déchets qui sont pourtant composés, pour la plupart, de déchets qui sont soit réemployables, qui sont réparables, qui sont réutilisables, recyclables ou même compostables. Donc en fait, on brûle des ressources. Et alors on parle beaucoup aujourd'hui de récupération d'énergie, de récupération de chaleur en fait, faite grâce à la combustion. Mais cette récupération-là, en fait, elle ne permet pas de compenser les pertes et les gaspillages qui ont été ceux de la combustion. Encore une fois, donc, les incinérateurs sont aussi source de pollution avec les cendres, parce que les déchets ne disparaissent pas. Un quart de ce qui rentre ressort sous la forme de cendres qu'on appelle des mâches-fer, qu'il faut encore une fois traiter. Et il y a aussi tous les produits toxiques qu'on retrouve dans les filtres des fumées, parce que les fumées sont extrêmement polluantes, donc on les filtre. Ça, à la sortie du filtre, en fait, on retrouve un condensé de produits extrêmement toxiques qu'il va falloir de toute façon mettre en décharge destinés à des produits dangereux. Et enfin, la combustion produit bien évidemment du CO2 et émet dans l'atmosphère environ 2000 molécules, dont seulement 20 en fait, sont réglementées. Donc il y a aussi derrière, en fait, quand on va jeter un déchet, il y a aussi tout le gaspillage des ressources qui ont été nécessaires à sa production. Donc quand on jette un jean qui fait, je sais pas moi, 15 kilos, en réalité le jean pèse beaucoup plus cher. C'est ce qu'on appelle un sac à dos écologique. Donc toutes les ressources en fait qui ont été nécessaires à sa fabrication et ensuite à son traitement en fin de vie. Donc pour répondre à ce problème de déchets de gaspillage, en fait, il est vraiment nécessaire de repenser à la fois le système de production et à la fois notre manière de consommer. Donc heureusement, c'est possible. On en a la preuve parce qu'il y a plusieurs villes dans le monde qui le font actuellement. Donc il y a la ville de San Francisco, par exemple, mais plus proche de chez nous, il y a aussi la ville de Capanori en Toscane. Donc ils ont réussi en fait à réemployer, recycler, composter, etc. 80% des déchets qu'ils produisent. Et donc il y a 20 autres pourcents qui, eux, restent qui donc finissent à l'incinérateur ou en décharge. À l'incinérateur ou en décharge. Donc les 20% qui restent, ils ont aussi la possibilité, comme ils ont déjà réussi à éluder les 80%, sur les 20% qui restent, ils ont la possibilité de faire des études pour pouvoir les caractériser et réfléchir avec les industriels à comment repenser la production de leurs produits. Donc en fait, nous, c'est un peu ça qu'on essaye de prôner et de vouloir mettre en place en France. Donc c'est ce qu'on appelle une démarche zéro déchet, zéro gaspillage, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une démarche qui, comme son nom l'indique, en fait, vise à limiter au maximum le gaspillage pour tendre vers le zéro déchet.
Donc il ne s'agit pas seulement en fait, de chercher à mieux traiter les déchets, mais de limiter leur production à la source et d'améliorer leur gestion. Donc pour cela, en fait, on a ce qu'on appelle la formule des 3 R, qui est le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Et on ajoute aussi tout ce qui est fondement de l'économie circulaire. Donc c'est-à-dire concevoir des objets qui sont durables, qui ne polluent pas ou peu pendant leur production, dont la durée de vie est suffisamment longue pour que le gaspillage des ressources ne soit pas trop important, et en s'assurant qu'ensuite il y a une fin de vie acceptable de ces produits, c'est-à-dire qu'ils soient qu'ils soient recyclables à minima ou compostables. Donc concrètement, il s'agit de concevoir donc, des produits qui soient modulables, donc qui peuvent évoluer avec le temps, réparables, recyclables. Il s'agit aussi d'abolir tout ce qui est produit jetable à usage unique, parce que là, vous avez donc la consommation d'énormément de ressources pour un seul usage. Ensuite, aussi de promouvoir tous les systèmes qui sont basés en fait, sur la réutilisation, comme les systèmes de consigne par exemple, ou les systèmes de vente en vrac, où on va utiliser plusieurs fois le même emballage pour transporter des denrées alimentaires, ou pas alimentaires d'ailleurs. Et évidemment, séparer les flux de déchets le mieux possible pour garantir en fait, un recyclage qui soit le plus optimal. Plus les déchets sont mélangés, plus le recyclage est difficile, et plus donc, on risque de perdre en qualité et en possibilité de recyclage. Donc évidemment, il n'y a pas de recette toute faite. Il faut évidemment adapter à chaque fois à son contexte, aux réalités qui sont les siennes sur chacun des territoires. Mais il y a quand même certaines pistes qui peuvent être exploitées. Est-ce que je peux te proposer de les garder pour la partie solution concrète, parce que les bouts rouges, ce qui font partie des problèmes, évidemment, et les bouts rouges et les liquides transparents qu'on balance en Méditerranée, il faut quand même qu'on les aborde. Avec vous, Monsieur Augier, j'aimerais bien que vous nous racontiez le vécu de votre lutte militante contre... Parce que je crois que je suis sûre que vous avez été très courageux, et on me l'a mis dans l'oreille à plusieurs reprises. Je vous en remercie. Bon, il ne faut pas mettre tous les industriels dans le même sac. J'ai amené mes étudiants visiter des installations industrielles, et je peux vous citer plusieurs exemples. Par exemple, la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer est pure à 100%, ces déchets. L'ingénieur qui mène la visite boit l'eau à la sortie de la station d'épuration, et c'est toujours le même chaque année qui venait, et il n'a pas de bouton, c'est ce que je disais aux étudiants. Bon. Mais par contre, alors j'ai une histoire terrible, qui est une histoire contemporaine, qui concerne l'usine d'alumine, pas d'aluminium, d'alumine de Gardanne. C'est à 35 km à peu près de Marseille. Cette usine qui était Péchiney et qui est devenue Alteo, un grand groupe international, qui produit donc de l'alumine en traitant donc le minerai de bauxite. Cette usine a 130 ans d'âge, c'est une vieille dame, 1893. Elle utilise un procédé qui est vieillot aussi, et elle a produit pendant 50 ans des bouts rouges qui ont été déversés en Méditerranée, au large donc, de la Provence, du département du Var, des Bouches-du-Rhône, pendant 50 ans. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça représente. Ça va depuis Toulon jusqu'au delta du Rhône. C'est quelque chose de phénoménal. Certains scientifiques avaient décrété que ce n'était pas toxique, ce qui est faux. Et en plus, c'est pire qu'une pollution, puisque c'est un enterrement de première classe. Ça veut dire que toute la faune et la flore qui vivaient là ont été recouverts par ces bouts rouges. Donc même si on ne parle pas de produits toxiques, c'est un enterrement de première classe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui vit. Et alors, devant la pression de la population, des écologistes, des utilisateurs de la mer, au bout de 50 ans, l'industriel a trouvé quelque chose. Il a mis en place ce qu'on appelle des filtres presse. Ces filtres presse permettent de séparer deux fractions, une fraction boueuse, qu'il a appelée pompeusement boxaline. Elle est déshydratée et il y aurait des débouchés dans le bâtiment et dans le recouvrement des routes.
Et il y a une autre fraction qu'on appelle une fraction liquide, une fraction claire, donc on ne parle plus de boue rouge, de fraction claire. Mais comme il ne savait pas quoi faire de ces effluents qui sortaient des filtres presse, il a demandé l'autorisation, une autorisation préfectorale, de continuer à rejeter par la même canalisation et au même endroit, c'est-à-dire dans ce qui est devenu en 2012 le parc national des Calanques, de déverser donc au sein du parc national, au cœur de la partie marine du parc national, ces effluents pollués qui contiennent plus de 30 polluants très toxiques, notamment des métaux lourds, et également de l'arsenic aussi. L'arsenic, c'est un métalloïde, mais également du mercure, du zinc, du cuivre, de l'antimoine, de vanadium, du titanium, etc., etc., des inhibiteurs d'immunité naturelle et des produits cancérigènes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a en France plusieurs verrous. Le premier verrou, c'était de demander au Parc national des Calanques si le conseil scientifique était d'accord pour ce rejet. Conseil scientifique d'un parc national, c'est-à-dire un groupe d'experts scientifiques à qui on a confié la gestion d'un parc national. Eh bien, il y a eu un vote et ils ont donné le feu vert pour le rejet de ces effluents au cœur du parc national des Calanques. J'ai écrit un livre que vous trouverez, ce n'est pas pour faire la publicité, mais vous trouverez cette histoire là-dedans. C'est absolument scandaleux. Vous imaginez un organisme donc, à qui on confie la gestion d'un parc national qui donne l'autorisation. Alors, c'est certain que le conseil d'administration a suivi. Vous savez, dans un parc national, le conseil d'administration suit l'avis du conseil scientifique. Et donc, on a donné cette autorisation. C'est passé donc, dans plusieurs organismes, je passe, la CODER, etc. Il y a eu une enquête publique, etc. Et c'est allé jusqu'au ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Ségolène Royal s'est prononcée contre ce rejet. Vous le savez, vous l'avez reçu, vous avez suivi l'actualité contre ce rejet. Et malheureusement, avant de passer au dernier organisme qui devait donner son accord, ou pas, le Premier ministre a décrété qu'il fallait donner cette autorisation à l'industriel. Alors, je ne me place pas dans une polémique politique. Nous autres scientifiques ou associatifs, nous sommes en dehors de la gauche, de la droite, etc. Nous sommes avec ceux qui sont dans la logique. Et donc, nous avons dénoncé, nous avons dit que là, il y avait donc un conflit entre le Premier ministre et la ministre de l'Environnement. On a dit que c'était un déni de démocratie, puisque le Premier ministre a passé outre les commissions qui étaient sollicitées pour donner la solution. Donc ça c'était impossible de cautionner cette chose-là. Bon, c'est certain que le Premier ministre est allé trop vite, c'est certain, et il a tenu compte de ce que brandit l'industriel, qui est le chantage à l'emploi. Or, nous autres, associations, Union Calanque Littoral, nous avons dit on ne peut pas demander l'arrêt aujourd'hui du rejet, la fermeture de l'usine, parce qu'on a le souci du personnel. Et ils sont 600. Alors on a dit, on va donner à l'industriel un sursis de se doter d'une station d'épuration qui épure à 100% ces effluents, et par conséquent d'arrêter le rejet en mer. Alors on en est là, mais l'enquête publique et le conseil scientifique donnaient 30 ans de rejet, 30 ans. Le ministre a demandé au préfet donc des Bouches-du-Rhône de le réduire à 6 ans. Mais c'est un leurre. Les médias ne suivent pas. Ça veut dire qu'il y a 6 paramètres de pollution qui dépassent les normes européennes. Et donc, dans 6 ans, il faut que l'industriel se soit mis aux normes actuelles. Ça ne veut pas dire qu'il va supprimer les polluants. Ça veut dire que les polluants vont continuer. Et ça, c'était inadmissible. Ce n'est pas possible. Nous l'avons déclaré dans la presse, dans les médias. Ce n'est pas possible que les Calanques soient le seul parc national au monde discrédité par un permis de polluer et de tuer la vie marine. Merci. On voit bien que même dans un parc national,
on peut faire n'importe quoi avec la bénédiction du conseil scientifique. Alors on se demande quelles pattes ont été graissées. Des autorités dites responsables. Et au-dessus du ministre qui passe outre, du Premier ministre qui passe outre la vice-ministre. C'est absolument scandaleux, mais... Ça se passe dans notre pays, ça se passe en France. Hein. Est-ce que c'est un cas isolé, Altéo, ou est-ce que tout est comme ça, le clientélisme, le chantage à l'emploi font loi bon, quand on généralise, on dit des bêtises, mais... Je pourrais en parler pendant des heures et pendant des jours. Hein. Je sais, vous êtes là pour ça. De bien nombreux exemples. Hein. Il y a aussi la pollution urbaine. J'ai aussi fait un inventaire de tous les rejets de tout le littoral méditerranéen et atlantique français, tous les rejets urbains. Je ne suis pas encore arrivé à trouver une ouverture de rentrer chez les industriels pour faire cette analyse. Mais je l'ai fait pour les rejets urbains. Et donc j'ai pris en compte débouché des stations d'épuration, toutes les stations d'épuration, donc pour des agglomérations de plus de 5000 habitants. Vous pourrez voir ce livre, il s'intitule « Des égouts sous la mer ». Je fais cet inventaire. Je devine que vos conclusions ne sont pas très bonnes. Voilà, et j'explique ce qu'il faut faire. Ça veut dire on a, au point de vue technologique, on a la possibilité d'épurer à 100%. Mais il faut avoir la volonté et il faut avoir l'aide. Et souvent, les maires ont d'autres priorités. Ok, alors, retour à Maëlle. Jean-Marc, vous vouliez intervenir sur tout ça? Est-ce que ça se passe mieux aux États-Unis? Le même genre de bagarre se passe beaucoup aux États-Unis, mais là, justement, avec the Dakota Pipeline, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Non, le Dakota Pipeline, c'est dans les Dakotas où il y a les Indiens qui sont en train d'empêcher un pipeline de pétrole en train de se construire. Et parce que justement, il y a le danger que toute leur eau soit contaminée. Et encore, maintenant, avec l'iPhone et les choses comme ça, les choses sont un peu empêchées parce que justement, les industriels ont emmené des mercenaires avec leurs chiens, avec leurs AK-47 ou M16 pour essayer de les faire partir. Et que c'est une confrontation, et c'est une confrontation qui me semble qui est la base de tous nos problèmes, c'est qu'on était élevés dans la bonne époque de l'industrie, quand on ne pensait pas à ces choses-là, mais que c'était évident dans la philosophie du capitalisme qu'il fallait faire un profit et il fallait prendre les ressources, et que maintenant, après la chute des soviets, tout d'un coup, le capitalisme a pris une idéologie monolithique et qu'il est réticent à même en parler. Et que c'est un vrai conflit de forces qui est en train de se présenter parce qu'il n'y a plus beaucoup de moyens de communication. Il n'y a plus de relais. Le pouvoir politique ne se fait pas du tout le relais de la pression des citoyens. Non, mais c'est aussi que, comme un Américain, on témoigne très très bien que notre démocratie ne fonctionne plus. Donc le moyen démocratique d'essayer de changer ça est impossible parce que les lobbies sont tellement forts qu'ils ont acheté Washington et que c'est impossible. C'est-à-dire que tu es contre un mur et que ces problèmes sont, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est imminent. Quand on entend que la mer méditerranéenne et la côte littérale française, elle est couverte et qu'elle n'a aucune possibilité de revivre, ça c'est un des problèmes sur des millions et que le problème est tellement grand que ça demande une mobilisation de guerre contre les influences qui l'empêchent. Aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Pearl Harbor a été attaqué, il y a eu 40% de la population qui s'est mobilisée et que tout d'un coup, il y a des choses qui se sont faites car il y a une prise de conscience qui s'est imposée. Et cette prise de confiance, c'est comme justement des manifestations d'aujourd'hui, c'est des gouttes d'eau, mais c'est parce qu'il n'y a plus de choix. Vous, Henri Augier, vous êtes déçu par le politique. Les pistes de solution pour vous, elles viennent de la base, elles viennent des institutions classiques C'est tous azimuts. Il faut tous azimuts.
Je vais vous raconter une histoire, il n'y en a pas pour longtemps. Ça concerne les détergents. Les détergents, c'est terrible pour le milieu marin. Ça s'attaque à la flore, ça détruit les phanéroïdes marines, et ça s'attaque aussi aux branchies. Alors, vous savez que les branchies sont des organismes qui servent à respirer. Et donc, les tensioactifs qui sont dans la composition détergent détruisent ces branchies. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça peut être comme impact sur les poissons en particulier et sur les mollusques qui ont des branchies pour respirer. Alors, nous avons constitué, avec l'aide de prix Nobel, nous avons constitué donc un groupement international pour des détergents propres. Nous avons monté donc un dossier avec des spécialistes de ces questions et nous avons présenté ça donc au ministère de l'Environnement qui a dit « Ok, on est d'accord, ok, bon, il faut aller à Bruxelles ». Donc on est allé à Bruxelles. Et c'était au moment où il y avait une revision de la loi sur les détergents au plan européen. On a déposé notre dossier, donc, qui était costaud, hein, puisque c'était vraiment des gens, des spécialistes et des appuis de prix Nobel. Alors, bon, les députés européens ont voté une nouvelle loi. Effectivement, on a découvert qu'une partie de ce qu'on proposait figurait dans la loi. On était très contents. Mais l'astuce, c'est qu'il y avait, à la fin de la loi, il y avait ce qu'on appelle des dérogations. Et par conséquent, il y a eu, si vous voulez, une lutte entre deux types d'experts, les experts indépendants que nous étions et les experts des lessiviers. Alors, ce sont tous des experts. Qui croire? Qui croire? Donc, si vous voulez, la notion d'expert est d'évaluer. Et c'est vrai qu'avant, quand un scientifique s'exprimait, on l'écoutait, parce qu'il disait la vérité. Alors, où est la vérité quand deux experts ont des idées différentes? Et par conséquent, la loi est passée, et finalement, nous n'avons pas eu satisfaction, parce que tout a été réglé par les dérogations qui obéissaient donc aux experts de lessivier. Voilà ce que c'est. Cette question des experts, elle veut bien dire que l'homme politique ne prend pas ses responsabilités. La politique, c'est une vision. Voilà. Si on... Alors, je ne vous cache pas que non seulement on a présenté notre dossier, mais on avait sensibilisé chacun des députés européens. Et ça n'a pas suffi. Alors, vous voyez... En face, ils ont certainement fait la même chose, les experts de la partie adverse. Mais bien sûr. Bah oui. Mais bien sûr. Et alors, les politiques qui ne savent pas, ou qui déclarent qu'ils ne savent pas, ils disent, mais qu'est-ce que c'est? Mais qui on doit croire? Ce sont des gens très titrés. Qui croire? C'est ça le gros problème. Alors, il y a ce procédé, et puis il y a le procédé de la base. Ça veut dire qu'il faut qu'on sensibilise la population, il faut que la population se manifeste. Là, samedi dernier, nous avons réalisé un grand rassemblement au cœur du Parc national. Nous avons eu la chance d'avoir tous les médias qui sont venus, les chaînes de télévision, la radio, la presse régionale. Il y a des hommes politiques qui vous soutiennent aussi, rassurez-nous. Il y a des hommes politiques. Par exemple, Madame le maire de Cassis était foncièrement avec nous. Il y a de très nombreux organismes qui sont avec nous. Président du conseil régional, le président du conseil régional, etc. Et donc, il faut que ça parte de la base. Alors, c'est quand même malheureux qu'en France, on soit obligé d'aller dans la rue pour se faire entendre. Mais malheureusement, il faut passer par là. Et donc, on est passé par là. Donc, on est allé, en même temps. On est allé devant la préfecture, on est allé dans les calanques, on a manifesté. Et bon, nous vous demandons de nous rejoindre. Plus on sera nombreux, plus on aura du poids dans les actions que nous menons. Merci. Maëlle, ça se passe comment avec les politiques? C'est sympa ou... Quand vous leur suggérez de l'économie circulaire Disons que ça dépend parce qu'en fait l'économie circulaire, le zéro déchet, on en entend beaucoup parler en ce moment, notamment dans des programmes d'accompagnement, etc. Mais chacun a un petit peu sa définition. Donc là où c'est compliqué, c'est de faire entendre une définition qui se rapproche plus du zéro déchet, genre dans le sens vraiment zéro déchet, et pas dans le sens de on va juste mieux trier et mieux recycler. Après, on a quand même eu des exemples d'avancées assez importantes là récemment, par exemple dans tout le travail de plaidoyer qu'on a fourni pour la loi transition la LTE, la transition énergétique pour la croissance verte. Vous connaissez quelle? Où il y a eu quand même plusieurs choses assez positives qui ont été faites. Donc évidemment, c'est pas non plus
Enfin, on n'a pas fini. Mais par exemple, il y a eu la suppression des sacs plastiques, l'interdiction des cotons-tiges en plastique et des microbilles. À terme, il va y avoir aussi l'interdiction de la vaisselle jetable en plastique. Bon, on peut faire beaucoup mieux, mais ce sont déjà des petites avancées en fait, de travail en fait, auprès des politiques, etc., qui ont permis quand même de faire évoluer la réglementation. Et ça joue ça au niveau national ou au niveau européen ? Alors, ça dépend. Pour la LTE, c'était plutôt au niveau national, mais il y a les réglementations européennes qui, de toute façon, dictent en fait les politiques, les réglementations dans chacun des pays. Donc, il faut que ça corresponde. Pour autant, les pays ont le droit de réglementer. Exactement. Par exemple, il n'y a pas ces mentions, il me semble, d'interdiction des sacs plastiques, etc., au niveau européen. Et sinon, on passe aussi beaucoup par l'action citoyenne, en fait. Tout simplement, pour vous donner un autre exemple, il y a un projet d'incinérateur qui est en train de renouvellement d'un incinérateur là, à Ivry-sur-Seine pour 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Donc on a proposé un scénario alternatif, qui n'est même pas un scénario zéro déchet, en fait. On utilise juste les structures qui existent déjà, et on propose quelque chose qui permettrait d'augmenter le réemploi, la réutilisation, le recyclage, d'améliorer le tri, de créer des emplois pour 200 000 euros à peu près, donc 5 fois moins cher. On a fait plusieurs manifestations, on a été à plusieurs concertations publiques, parce que les concertations publiques, tout le monde peut y aller en théorie. Mais là, par exemple, ça bloque. Donc ça dépend, c'est des travails de longue haleine. Ça bloque ? Parce qu'ils ont des enjeux financiers qui peuvent parfois nous dépasser en quelque sorte, et qui font que même si on propose quelque chose en face, si jamais, il y a des fois où on n'est pas forcément écouté, mais c'est pas pour une raison pour laquelle il faut baisser les bras, et au contraire, en fait, plus il y a une mobilisation de citoyennes, et plus il y a de chances finalement qu'on obtienne ce qu'on souhaite. C'est ce qui s'est passé pour la mise en place de la démarche zéro déchet en Italie, à Capanori, où pour autant on connaît globalement la situation des déchets en Italie. On ne peut pas dire que c'est le pays qu'on imagine comme le plus exemplaire. Et pourtant, là-bas, ça a marché. Donc voilà, on a quand même un petit peu d'espoir, j'espère. Voilà. Sinon, on ne serait pas là. Lauriane, les solutions pour vous, les solutions dont vous vous occupez, c'est quoi ? Nous, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les déchets plastiques, donc il y a 80% qui vient vraiment de l'activité terrestre, donc la solution, elle est vraiment à terre. La seule solution qu'on trouve viable aujourd'hui, c'est vraiment de couper le robinet, sans mauvais jeu de mots, de fournir, d'alimenter nos océans en matériaux plastiques. Donc ça veut dire le geste de tri à minima. Donc vraiment, alors là, c'est un discours un peu différent de celui de Zero Waste. C'est vraiment le discours à minima. C'est encourager l'industrie du recyclage qui en fait souffre aujourd'hui paradoxalement d'un manque de ressources. Donc les centrales de recyclage, elles ne sont rentables qu'à partir de 250 000 habitants. Donc ça veut dire un volume de déchets colossal pour commencer à avoir une rentabilité. Et on est quand même dans un monde qui est guidé par l'argent, on l'a déjà dit là. Et donc plus cette industrie du recyclage elle est alimentée en déchets plastiques et donc des déchets qui ne vont pas dans la nature, plus elle devient viable. Donc nous, on est vraiment la réduction à la source, ça fait partie de votre... Alors nous, on se positionne un petit peu moins là-dessus parce que voilà, il y a d'autres associations qui le font très bien. Évidemment, on doit rationaliser nos usages, etc. Après, on utilise toujours des plastiques. Il y a plein de domaines dans lesquels ça nous sert. Donc nous, ce sur quoi on veut mettre l'accent, c'est vraiment que le plastique ne doit pas finir dans la nature en aucun cas. Qui doit vraiment aller dans une poubelle au minimum, dans une poubelle jaune idéalement. Et derrière, on a une industrie du recyclage qui se développe et du coup, le déchet redevient une ressource, etc. etc. Et derrière, il y a un modèle économique qui se crée autour du recyclage qui est encore insuffisant aujourd'hui. Mais vous, 7e continent, vous faites quoi pour favoriser le... Alors nous, on est surtout sur la sensibilisation, l'éducation, la médiatisation de ce phénomène et encourager le geste de tri. Après, on travaille aussi avec nos partenaires entreprises. Voilà, c'est la Fondation Total et Suez qui sont nos principaux bailleurs aujourd'hui. Et donc, on travaille aussi avec eux en recherche et développement pour voir comment eux peuvent améliorer leur business model et leurs investissements et leurs recherches sur ces sujets-là pour améliorer à la fois le recyclage de leur production et la sensibilisation aussi de leurs utilisateurs par rapport à ça. Bon, il ne faudrait pas croire que
on n'a pas les techniques. Nous avons des techniques performantes pour pouvoir résoudre ces problèmes. Hein. Aussi bien le problème des matières plastiques que le problème de tous les rejets urbains et industriels. Nous sommes capables, nous avons une technologie qui est capable d'épurer n'importe quel effluent à 100%. Or, qu'est-ce qui se passe? La plupart des responsables disent « nous avons fait un effort, nous sommes aux normes européennes. » Et donc, il faut changer ces normes européennes. Nous sommes aux normes européennes, donc ça suffit. Donc, pour vous faire comprendre, une station d'épuration comprend un traitement primaire, physico-chimique, un traitement biologique qui s'appelle secondaire et un traitement tertiaire qui s'appelle de finition. La plupart des stations sont soit avec un traitement primaire physico-chimique ou, s'ils sont aux normes européennes, traitement secondaire biologique. Mais ce que nous demandons, c'est de doter ces stations d'épuration, qu'elles soient urbaines ou industrielles, d'un traitement tertiaire. Et c'est possible. Je donne comme exemple Cannes. Et vous allez à Cannes, vous avez une station d'épuration qui est pure à 100%. Les eaux sont recyclées. Alors, bien sûr, avec le gros problème du changement climatique, de la raréfaction de l'eau, c'est quelque chose de formidable, parce que cette eau, on ne la rejette plus en mer avec les polluants qu'elle contenait, puisqu'elle n'en contient plus, et elle sert à recycler, à être recyclée en rechargeant les nappes phréatiques. Voilà ce qu'on est capable de faire. On le fait à Cannes. Elle est vraiment bien épurée? Ah, elle est épurée à 100%, sans problème. Moi, je la boirais, hein, sans problème, hein, et sans avoir de boutons. Hein. Donc, nous avons cette possibilité, donc, mais il faut avoir la volonté de le faire. Je vous donnerai une anecdote concernant Marseille, hein, que je connais bien, puisque j'étais en activité là-bas. À l'époque, c'était le maire qui s'appelait Gaston Defferre. Et Gaston Defferre, il voulait être agréable à la population, aux Marseillais. C'est normal pour un maire. Hein. Donc, il y avait deux gros problèmes à l'époque pour Marseille. C'était le problème des transports et le problème d'arrêter la pollution de la mer. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas bête. Hein. Il a fait un sondage. Et les Marseillais, ils ont dit, c'est épouvantable, on ne peut plus circuler avec la voiture, etc. Donc, priorité au transport. Et donc, il a donné priorité au transport. Et donc, il a construit le métro de Marseille. Ce métro, quand on a construit donc, les tunnels, tous les gravats, les débris, etc., on les a rejetés en mer, dans une plage donc on appelle la plage du Prado. Ce phénomène, ça s'appelle une restructuration des rivages. Ces restructurations de rivages, il y en a pléthore le long du littoral méditerranéen. Ça a détruit une grande partie des populations marines, mais à Marseille, ça n'a rien détruit du tout, parce que coulé là, dans cette baie du Prado, où on a mis dans ces gravats, un fleuve, le grand fleuve marseillais, qu'on appelle l'Uvonne, et c'était devenu un égout à ciel ouvert. 48 usines qui débitaient dans le fleuve, 35 agglomérations qui débitaient sans aucune épuration dans le fleuve. Donc, ça veut dire que l'ensemble de la baie du Prado, qui a été restructurée, tout était mort par toxicité. Par contre, c'est la seule restructuration des rivages qui n'a pas eu d'impact sur la flore. Alors, voilà ce qui se passe. Et plus tard, 20 ans après, on a construit la station d'épuration de Marseille, mais qui n'est qu'aux normes européennes. Et donc, actuellement, nous bagarrons à Marseille avec toutes les associations, une quarantaine d'associations, avec les utilisateurs de la mer, avec les pêcheurs, avec les plaisanciers. Nous bagarrons pour qu'on dote Marseille, donc la station d'épuration, Géolide, d'un traitement tertiaire et d'arrêter ce rejet qui se fait dans les calanques, en plus du rejet industriel. Je ne sais pas si vous voyez, c'est avoir un illogisme total, avoir créé un parc national terrestro-marin et rejeter les effluents industriels donc d'Altéo et rejeter les effluents urbains de Marseille. C'est incroyable. Comment peut-on accepter une chose pareille? Le tout, c'est de ne pas l'accepter, de le dire. On a une partie qui est réservée aux questions-réponses. Tout à fait. Gardez vos questions précieusement dans un coin de votre tête, parce que vous aurez du temps, promis. La table ronde dure 1h30. Hein. Je ne me suis pas trompée, c'est bien 1h30. Maëlle, oui. Oui, en fait, je voudrais revenir sur
la nécessité en fait de faire quelque chose par rapport aux déchets à la source. Parce que le recyclage, même si c'est bien, etc., ça nécessite quand même une utilisation de ressources. Donc c'est pas neutre, le recyclage. C'est mieux que d'extraire à nouveau des matières premières et de brûler ou de stocker tout simplement celles qui sont déjà présentes. Mais c'est pas non plus totalement inoffensif. Par ailleurs, quand on parle d'éducation en fait, et de gens qui ne jettent pas dans la poubelle, finalement, les raisons pour lesquelles les gens ne jettent pas dans la poubelle, d'un point de vue sociologique, on se rend compte qu'elles sont assez larges. Donc déjà, je suis en train d'excuser personne, que ce soit bien clair, mais par exemple, c'est pas seulement des personnes qui ne sont pas éduquées, il peut s'agir aussi de systèmes de collecte, par exemple, qui ne sont pas adaptés aux populations. Du type, il y a certains objets qui peuvent être des gros objets en plastique, par exemple, qui devraient être emmenés en déchetterie. Ben, quand vous n'avez pas de permis, par exemple, et qu'aucun service de collecte des encombrants est proposé, et ben, souvent, les gens ils descendent tout simplement ça en bas de chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans la déchetterie. Ça, c'est juste un exemple. Il y a d'autres exemples où c'est tous les déchets un peu plus légers qui sont volatiles et donc qui sont mis à la poubelle, mais quand les poubelles sont pleines parce que pas vidées suffisamment par rapport à la nécessité, ben, les déchets volent et donc on les retrouve aussi dans la nature. Il y a aussi d'autres déchets qui en eux-mêmes en fait sont pas forcément des déchets qu'on ose ramener à la maison. Je pense par exemple à tout ce qui est bouteilles d'alcool et préservatifs qu'on peut retrouver sur les bords des routes. C'est un peu compliqué de rentrer avec ça à la maison. En fonction, donc voilà. Donc le mieux reste quand même de limiter les déchets à la source pour éviter qu'ils se retrouvent dans la nature. S'il y a moins de déchets, il y en aura de toute façon moins qui se retrouvent dans la nature. On se demande quand même quel intérêt auraient les industriels à moins suremballer leurs produits. Comment on peut faire pour limiter les déchets à la source ? Alors, voilà. Alors déjà, au point de vue individuel, il y a pas mal de choses à mettre en place au niveau de notre propre consommation. Après, la question des emballages, c'est quelque chose qui est assez compliqué, en fait, parce que c'est lié aux éco-organismes qui sont eux-mêmes gérés par les producteurs d'emballages ou de produits emballés, etc. Donc, l'éco-organisme touche de l'argent quand il y a des emballages qui sont mis sur le marché, même si c'est un organisme à but non lucratif. Donc, déjà, le système est un peu curieux. Après, c'était quoi la question déjà ? C'était quel intérêt ont les industriels à réduire ce qu'ils produisent ? En fait, aucun. C'est peut-être une question bête. En fait, des intérêts, non, des intérêts, il y en a d'un point de vue économique, parce que le recyclage, ça crée moins d'emplois que le réemploi, par exemple. Le réemploi, la réparation, etc., ce sont des secteurs où il y a énormément d'emplois qui sont non délocalisables et qui sont en fait des secteurs économiques à part entière et qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là. Ça coûte moins cher aussi en termes d'utilisation de ressources, etc., et ça emploie beaucoup plus de personnes. Donc les solutions, elles sont là. Il suffit simplement de ne pas faire comme on faisait avant, et c'est là où c'est compliqué, en fait. De changer de culture. Jean-Marc, on va terminer pour laisser abondamment le temps au public de poser ses nombreuses questions. Il y a une pétition que Expédition Med appelle à signer. C'est une pétition un peu particulière, une initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire qu'au-delà... Vous voulez expliquer ce que c'est ? De ce que je comprends, c'est on a des technologies et des capacités peut-être maintenant de repêcher les plastiques en mer. Il y avait moi j'ai vu un truc sur l'internet la semaine dernière où justement les gens qui récupèrent ces plastiques sont en train de faire des briques pour construire des maisons pour des gens pauvres. On a ça. Il y a, je pense aussi, la nécessité d'enlever le plastique à la source. Il n'y a pas longtemps, Jeff Bridges a fait une manifestation où il disait qu'il fallait enlever le plastique de la vie, comme des vegans enlèvent la viande de leur vie. C'est un changement de conscience. Mais cette initiative, c'est surtout pour faire bouger des choses et espérons de forcer l'Union européenne d'arrêter de mettre les plastiques dans la mer. C'est-à-dire d'arrêter ce processus de trouver des moyens, soit à travers des lois et des changements de conscience. Et donc, c'est une proposition qui doit se faire avant le 11 novembre, fin octobre. Donc, avant fin octobre, il y a une nécessité d'avoir 55 000 signatures. Il y en a 10.
Moi, j'ai fait un petit vidéo qui est sur l'Internet et ce qui est sur le site expeditionmed.eu. On va diffuser l'adresse de la pétition. Voilà, et oui, mais la chose est qu'avec cette pétition, il faut mettre les détails de sa carte d'identité. Donc, oui, une personne, une vote, mais il faut que cette personne existe vraiment. Et c'est un détail important. Le processus de signature est un peu fastidieux, mais c'est l'Union européenne qui demande ça dans le cadre d'une ICE, d'une initiative citoyenne européenne, qui permet, en théorie, d'obliger le Parlement européen à s'emparer de certaines questions. Là, il s'agit bien sûr de la question des plastiques en mer. Cette ICE, quand on signe cette pétition, on signe pour la mise en œuvre de 14 propositions qui ont été soigneusement élaborées par l'association que vous représentez. Le quota de signature donc, oblige les parlementaires européens à s'en emparer. Bon, là, c'est un peu mal barré pour, à l'échéance, arriver au bon quota de signature. Cependant, toutes les ICE cette année, pour des raisons techniques, ont perdu 4 mois, hein, Christophe, d'après ce que j'ai compris. Donc il va y avoir des lettres pour demander un peu de clémence à l'Union européenne et un peu plus de temps. Alors n'hésitez pas à faire tourner. Et il faut savoir deuxièmement que les signatures, si l'ICE n'a pas atteint son quota de signature, elles ne sont pas perdues. Ça devient une pétition classique. Donc voilà. Je crois qu'avant de passer ce petit film, Oui, alors oui. À propos des déchets en mer, les pêcheurs marseillais, les pêcheurs au chalut, déclarent qu'ils ramassent dans leur filet 2 tiers de détritus, 1 tiers de poisson. Et ce n'est pas une galéjade marseillaise. Hein. Alors, on étudie quelque chose qui est très intéressant. Si j'ai bonne mémoire, ça se passe en Bretagne et Normandie. Les pêcheurs aussi font des déclarations de ce type-là. Et les municipalités ou divers organismes, et même des associations, donnent un pécule au poids de déchets, de matières plastiques, etc., recueillis par les déchets. Par conséquent, avant, les pêcheurs rejetaient ces déchets en mer, gardaient le poisson, tandis que maintenant, on leur donne un pécule au poids. Donc, c'est donc une rémunération, point de vue du quantité de... Alors ça, c'est quelque chose à souligner. C'est quelque chose dont il faut féliciter les pêcheurs pour ça. Et donc, ils contribuent aussi à dépolluer la mer. Ça, je pense que c'était quelque chose d'important à dire. C'est positif. Alors, il y a eu des clips de détournement du Grand Bleu qui ont été réalisés. Je propose qu'on en visionne un. Notez soigneusement l'adresse qui apparaît à la fin, parce qu'il faut aller signer après. Puis après, il y a les questions. Qu'est-ce que c'est que cette pétition? Eh bien, c'est une ICE. C'est quoi? On a besoin d'1 million de signatures. C'est pour sauver les océans. Je l'ai signée, ta pétition. Pourquoi? Parce que tous les Européens doivent se sentir concernés. www.expeditionmed au singulier, expédition au singulier med tout attaché, .eu. Ben oui, EU comme Europe. Même avec le doublage un peu particulier, moi ça continue à me donner la chair de poule de avec Rosanna Arquette. Qu'est-ce que je suis fleur bleue. Allez, les questions. Oui,
Christophe Mandreau, donc Expédition Med. Je remercie Jean-Marc de nous avoir représentés. Je vais juste préciser quelques-unes des 14 propositions. Donc c'est un vrai plaidoyer réglementaire, parce qu'en fait, il n'y a que en étant contraignant qu'on peut changer les choses. Vous l'avez très bien exposé sur la pollution métaux. Et donc on a des dispositions, on a 14 propositions. Il y en a qui sont sur l'arrêt des décharges en littoral, ce que vous avez évoqué là, ce qui est une véritable catastrophe, les décharges à ciel ouvert. Rien que cette proposition-là, elle mérite d'être appuyée pour accélérer l'arrêt des décharges en bord de littoral. On a les microbilles au niveau européen, parce qu'en France, effectivement, on l'a eu. Les microfibres, c'est des systèmes d'assainissement. On peut les traiter avec les traitements tertiaires que vous avez évoqués. Après, on a toutes les régulations et la meilleure gestion des plastiques mono-usage ou durables. Donc ça, c'est vraiment l'économie circulaire que vous avez développée. Donc, en fait, on a proposé un panel de 14 propositions, de la prévention, de l'information du citoyen, jusqu'à l'arrêt des modes de gestion qui sont pas admissibles. Et voilà, c'est un véritable progrès à court terme. Et donc, on vous invite à signer. Ça prend 3 minutes. Hein, avec la carte d'identité, c'est un peu compliqué. Ceux qui veulent, je leur montrerai tout à l'heure si besoin. Merci. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque par rapport à vos propos aux nouvelles technologies d'assainissement, notamment des stations d'épuration et des nouveaux procédés. C'est plus pour peut-être ne pas oublier de mentionner le fait que toutes ces nouvelles technologies ont un coût, qu'il faut arriver à suivre la recherche, notamment dans la découverte des nouvelles molécules, parce que les molécules donc, se dégradent au fur et à mesure, et pour arriver à attraper les nouvelles molécules filles, c'est voilà, la technologie avance, la recherche aussi. Et dans les procédés à mettre en place, ça a un coût dans ces stations d'épuration et bien penser à sensibiliser les citoyens sur le fait que tout ça passe aujourd'hui par le prix de l'eau et que la plupart du temps, quand il y a des blocages au niveau de la mise en place de nouvelles stations d'épuration, ce n'est pas forcément des blocages techniques, c'est le blocage financier parce que les citoyens sont très sensibles à l'augmentation de la facture d'eau et ne comprennent pas toujours pourquoi derrière cette facture augmente et quels sont les besoins qui sont impliqués. Et souvent, les maires disent non, je ne peux pas augmenter mon prix de l'eau, ce n'est pas possible, je ne vais pas être élu au prochain mandat. Et voilà, savoir qu'en France, environ une facture d'eau moyenne peut tourner aux alentours de 450 €. Enfin, on laisse environ 36 € par mois en moyenne dans notre facture d'eau. Pensez à regarder, avec toutes les limites qu'il y a évidemment sur ces calculs, et pensez à regarder qu'est-ce qu'on laisse mensuellement dans nos abonnements Internet, téléphone et compagnie. Et voilà, juste soulever cette question. Juste une remarque. Bon, on vous remercie pour ces détails, mais il ne faut pas oublier qu'en France, nous avons un organisme qui est très compétent, qui est très intéressant, que nous envient d'ailleurs les autres pays, c'est l'Agence de l'eau. Ça veut dire que l'Agence de l'eau, ça part si vous voulez, de la révolution étudiante de 68, qui disait le payeur sera le payeur, le pollueur sera le payeur, et il paiera en fonction de la quantité et de la qualité, entre guillemets, de la pollution. Et donc c'est comme ça qu'ont été créées par la loi sur l'eau, donc les agences de l'eau. Et c'est vrai que nous autres citoyens, si vous regardez votre redevance de l'eau, il y a un pourcentage qui est donné à l'agence de l'eau. Mais l'agence de l'eau, elle facture les rejets urbains et industriels en fonction de différents paramètres, très complexes d'ailleurs, qui permet donc d'inciter aussi bien les communes que les industriels à se doter d'une station d'épuration. Mais effectivement, c'est cette redevance qui est très importante parce que cette redevance, l'argent que l'agence de l'eau reçoit donc des pollueurs, elle le redistribue pour se dépolluer. Ça veut dire que telle ville a un projet de se dépolluer, l'agence de l'eau va donner de l'argent. Et justement, concernant l'industriel Alteo, quand il a construit les filtres presse, l'agence de l'eau a donné la moitié. La moitié. Il a été aidé. Vous voyez ? Et donc, c'est un système qui est très intéressant. Le seul problème, c'est que ce n'est pas encore assez fort comme redevance. Et si vous voulez, souvent,
moins les communes, mais plus les industriels, ils ont pour l'instant intérêt à payer les droits de polluer plutôt que de se doter d'une station d'épuration. Donc, une des revendications sur laquelle nous insistons, c'est d'augmenter la redevance. Ça, donc, si vous voulez, ce n'est pas la population qui est directement concernée, hein, c'est grâce à cet organisme. C'est quand vous parlez des villes et des rejets urbains, parce que pour les stations d'épuration urbaines, ça relève de la collectivité. Voilà, et alors concernant donc les rejets dans le plan national, non seulement il y aura l'agence de l'eau qui peut donc intervenir, mais s'agissant d'un parc national, il y aura non seulement l'agence de l'eau, le conseil général, le conseil régional, mais il y aura également la communauté de communes, et il y aura le ministère de l'Environnement, l'État et l'Europe. Ça veut dire que l'industriel n'est pas seul, hein, il sera considérablement aidé. Et donc ça il faut le dire, hein, c'est très important. Je vous remercie de cette question, hein, ça m'a permis d'éclaircir un peu ce type de problème. Oui, bonjour. Alors, je vous remercie pour les présentations qui étaient vraiment intéressantes. Ça a permis d'entrer dans le détail à la fois de la pollution des océans, du cycle de production et tout ça. Moi, j'avais quand même une petite question sur l'optimisme technologique, parce que je trouve qu'on n'a pas des solutions technologiques à tout. Je ne pense pas qu'on ait des solutions technologiques à tout. Parfois, elles sont à chercher du côté de la nature. Donc là, on a beaucoup parlé des stations d'épuration, même si c'est un peu une question secondaire pour les océans. Je veux dire, il y a des villes qui expérimentent la phytoépuration. Je ne pense pas que l'épuration industrielle, aujourd'hui, il ne puisse pas y avoir de déchets ultimes. Je demande à voir évidemment le cas de Cannes. Mais ce que je sais, c'est que c'est beaucoup plus satisfaisant, effectivement, au niveau, en tout cas, d'une habitation, etc., de faire de la phytoépuration, c'est-à-dire l'épuration par les plantes et les champignons, etc., les micro-organismes associés, qu'un procédé industriel. Donc voilà. Alors après, il faut un certain nombre de mètres carrés qu'on restitue à la nature pour pouvoir faire cette phytoépuration. Mais je pense qu'on se fourvoie si on pense qu'il y a une solution technique à tout. Et c'est là où j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Zero Waste, effectivement, pour dire que les mécanismes en œuvre, y compris économiques, financiers, ont parfois des effets pervers, comme effectivement vous l'avez illustré dans le cas des éco-emballages, des taxes, etc., éco-emballages. Moi là, je dois aider peut-être un organisme qui travaille sur la fibre de carbone qui a beaucoup rapport avec les océans. Donc si vous avez des idées sur la façon dont ça peut être recyclé, mais apparemment c'est pas encore au point. Mais peut-être la solution, c'est quand même de trouver des matériaux moins polluants, une autre façon d'avoir une économie qui est beaucoup plus liée à la nature. Et je doute que ça puisse passer par des multinationales hyper technologiques, sauf si cette technologie sauf si la recherche est orientée vers ce genre de solution. Mais actuellement, on est plutôt sur un optimisme technologique, et alors qu'il y a des solutions assez simples, mais qu'il faudrait changer d'échelle, qu'il faudrait déployer, etc. Et on n'y est pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas entendu ici, à part effectivement réduire les déchets, boycotter le plastique, etc. Mais au niveau des solutions, on a aussi d'autres matériaux qui sont des matériaux naturels avec lesquels on pourrait, des entreprises pourraient faire des objets, en fait, demain. Pas de problème. Il y a juste, vous avez l'air très au courant. Est-ce qu'il y a des villes, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des villes qui font appel à la phytoépuration, pardon? Oui, il y en a. Alors, je ne pourrais pas vous donner des noms de villes, mais il y en a. En Chine, il y a des nouvelles villes. Vous savez qu'ils ont construit un tas de villes nouvelles aussi. Il y a des parcs en Corée du Sud. Il y a des villes qui sont construites avec ce principe-là. Donc, évidemment, c'est plus facile de construire à partir de zéro des villes vertes. Mais oui, ça existe. Il y a des villes moyennes en France. C'est peut-être sûrement plus difficile dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. Mais je ne pourrais pas vous donner des noms de villes, mais ça existe. C'est des choses qui fonctionnent. Oui, bon, vous abordez un problème très complexe. C'est très technique. C'est vrai que la phytorestauration, c'est une solution. Elle n'est pas seule. Nous mettons seulement en place des techniques très sophistiquées, notamment tout ce qui concerne les ultrafiltrations, l'osmose inverse, etc. Enfin, je ne veux pas trop m'étendre sur cette technologie, mais elle existe. C'est vrai qu'en toute logique, il faut d'abord intervenir à la source. C'est tellement simple. C'est tellement simple qu'on n'y pense pas. Je veux dire, les humains, ils sont très compliqués. Ils rejettent en mer ou dans les milieux naturels, ils rejettent donc des polluants, puis après, ils se cassent la tête pour les enlever.
alors que ce serait plus simple de ne pas les rejeter. Et on a des possibilités de ce côté-là, mais on n'y pense pas, ou on ne veut pas y penser. Alors, effectivement, nous sommes actuellement confrontés à de nouveaux types de pollution très difficiles. Ce sont les inhibiteurs, et puis alors également tous les produits cancérigènes, c'est-à-dire ce sont des produits qui ne sont pas biodégradables. Hein, et alors, il y a une autre série encore de polluants qui posent des problèmes énormes. Ce sont les produits qui perturbent la sexologie. Ça veut dire que les pilules anticonception qu'utilisent les femmes se retrouvent en quantité phénoménale dans les toilettes, donc dans les effluents, et on les retrouve donc dans les effluents urbains qui vont dans la mer. Et on assiste à des choses extraordinaires. Alors, ça a commencé aux États-Unis, dans les Grands Lacs, et ça se poursuit maintenant en Europe, en France, etc., en Méditerranée. Vous avez des poissons qui changent de sexe. Ça veut dire que vous allez avoir un poisson mâle dans lequel va commencer à se développer des ovaires et des ovules. Et l'inverse, vous avez des femelles qui conserveront donc leurs ovaires et qui vont développer un pénis. Aux États-Unis, on a parlé des alligators. Les alligators mâles, ils ont des pénis tellement petits qu'ils n'arrivent plus à se reproduire. Donc, vous voyez, nous sommes confrontés à ce type de problème, et ce n'est pas facile, parce que ces produits agissent sur les métabolismes donc, sexuels à des quantités infimes, c'est-à-dire comme le font les hormones. Et donc là, on y travaille, des spécialistes y travaillent, pour trouver des solutions, donc pour épurer autant qu'on peut ces produits. Mais ce serait si facile d'essayer de les arrêter à la source. Mais ce n'est pas facile, parce qu'en général, les femmes qui utilisent ces produits, ça se retrouve dans l'urine. C'est-à-dire qu'il y en a de quantité trop importante. Oui. Et donc, l'urine, c'est-à-dire que ça se retrouve dans les toilettes, et par conséquent, ça se retrouve dans les effluents urbains. Et c'est bien sûr, ça aboutit à la mer. Donc voilà le type de problème auquel on est confronté actuellement. Mais je peux vous garantir qu'on y travaille, il y a des pistes très importantes, et nous arriverons à résoudre ce type de problème. Oui, je voudrais juste revenir sur la question de ne pas forcément chercher la complexité technologique, etc. Alors évidemment, dans la démarche zéro déchet, toutes les villes du monde ne peuvent pas se permettre d'avoir des super centres de trier avec une technologie de malade. Non, ce qu'on prône dans la démarche zéro déchet, c'est principalement la simplicité, en fait. Donc d'utiliser, des fois, un même objet peut même avoir plusieurs usages. On n'est pas obligé de racheter un objet à chaque fois, de changer le dernier appareil parce qu'un autre avec une technologie meilleure est ressorti, etc. Donc je n'ai pas forcément pu le développer avant, mais vraiment dans la démarche de réduction des déchets, il y a vraiment une démarche de repenser notre consommation. Est-ce qu'on a besoin de toute cette technologie déjà de base? Est-ce qu'on ne peut pas faire avec ce qu'on a, avec des matériaux plus simples qui ont été utilisés pendant des années et des années, qui ont prouvé qu'ils pouvaient résister au temps? Donc pourquoi, je ne sais pas, je vais vous montrer un exemple bête, mais une gourde en inox, ça je peux la garder pendant des milliers d'années. Je pourrais même la prêter à mes arrière-petits-enfants, j'en sais rien. Donc c'est ça, c'est vraiment de simplifier au maximum, pas forcément de chercher le plus technologique. Oui. Là, et après là Alors, je voudrais rebondir. Je bois dans mon verre en plastique. Non. Je voudrais rebondir sur deux aspects de ce qui a été dit. D'une part, sur l'intérêt des ICE, et d'autre part, sur la problématique liée à trouver des solutions à la source. Je suis toujours, d'ailleurs, porte-parole d'une initiative qui se nomme End Ecocide, et nous avons porté une ICE en 2013. Une ICE qui n'a non plus pas abouti, parce qu'effectivement, le système aujourd'hui des ICE est extrêmement complexe. Mais c'est très important que vous compreniez l'importance, vous, en tant que citoyen, de les soutenir dans le processus que ça engage dans les années qui suivent. Les CE End Ecocide, par exemple, sur le crime d'écocide, qui a été porté en 2013, est devenu une pétition, puis ensuite été entendue par 4 commissions au niveau européen, et portée ensuite par différents politiques, de façon à ce qu'il y ait des votes en faveur d'un soutien au crime, à la reconnaissance du crime d'écocide, dans différents pays, en Suède, en Angleterre, en France,
Et en France, c'est en train d'émerger très très sérieusement dans le débat public. Et ça nous a aussi donné le courage d'aller plus loin. Et là, je vais rebondir sur le sujet d'aujourd'hui, en prenant par exemple l'exemple de l'océan. Vous avez sans doute entendu parler en 2009 d'une étude qui est sortie du Stockholm Resilience Center qui déterminait 10 limites planétaires, c'est-à-dire 10 seuils au-delà desquels la vie n'arrive plus à se régénérer. Sur ces 10 limites, nous en avons dépassé au moins 4, voire peut-être 5. Ces limites concernent par exemple le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui nous a conduit aujourd'hui à un changement climatique qui devient irréversible et qui s'emballe. Une autre limite, c'est l'érosion de la biodiversité. Nous avons quasiment atteint 50% d'érosion de la biodiversité et 77% des espèces de poissons dans le monde sont aujourd'hui menacées. Ce qui veut dire que toute la chaîne alimentaire mondiale, et là je voudrais élargir le propos, ne pas parler que de la France, ne pas parler que de la Méditerranée, mais de parler de l'océan avec un grand O, il est véritablement menacé aujourd'hui. La troisième limite, c'est l'acidification de l'océan. Nous n'en avons pas parlé aujourd'hui, mais c'est une véritable catastrophe qui est en cours et qui est en lien avec les énergies fossiles et l'émission de gaz à effet de serre, parce que l'océan est une formidable pompe à carbone. On parle toujours des forêts comme pompe à carbone, mais l'océan est une pompe à carbone. Ça fait un quart de siècle qu'il fait tout ce qu'il peut pour pomper le carbone que nous produisons en surplus. Et aujourd'hui, il est en train d'arriver à saturation. Ce qui fait qu'il s'acidifie à cause de ce carbone et que les coquilles des mollusques et de tous les planctons à la base de la chaîne alimentaire n'arrivent plus à se former. L'aragonite, c'est un minéral qui n'arrive plus à se former. Donc, nous sommes arrivés finalement à changer l'ère géologique dans laquelle nous nous trouvons par les industries les plus polluantes que nous utilisons depuis 200 ans. Et donc, si on veut vraiment réduire le problème à la source, il faut s'attaquer à ces industries. Il faut s'attaquer aux industries fossiles, aux industries nucléaires. N'oublions pas que la catastrophe de Fukushima continue à polluer l'océan Pacifique tous les jours depuis 2011. Tous les jours, de l'eau radioactive est rejetée en mer. N'oublions pas que chaque catastrophe pétrolière, pensez à celle de BP dans le golfe du Mexique, tout le pétrole qui a été déversé en mer a été aspiré par une colonne d'eau qui l'a emmené au fond de l'océan à 1500 mètres et qui a contaminé absolument, là encore, toute la chaîne alimentaire de l'Atlantique. Pensez que nous avons détruit et tué 90% des baleines bleues sur Terre. Donc il y a une accumulation de causes, plus effectivement donc la pollution plastique, la pollution PVC, tous les produits toxiques, chimiques que nous utilisons, tous les médicaments que nous prenons, tous les pesticides, l'azote et le phosphore que nous mettons en surplus dans les sols et qui eutrophisent les rivières et qui nous donnent toutes ces algues vertes sur nos plages, tout cela nous conduit, nous, en tout cas, dans notre mouvement, à dire aujourd'hui, ces industries sont devenues criminelles. Peut-être qu'il faut dire ce qu'est votre mouvement. Oui, je vais le dire. Le but, c'était vraiment que vous preniez... On est d'abord sur votre sujet. Je ne suis pas là pour faire ma promotion, mais l'idée, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'on considère que c'est criminel et que ces limites planétaires doivent être considérées comme des normes internationales, que l'ONU est d'ailleurs en train de reconnaître, et que ces normes puissent être utilisées par une justice pénale internationale et une justice pénale européenne et une justice nationale française, par exemple, pour déterminer quel type de projets industriels sont tolérables ou ne le sont pas. Et pour cela, il faut introduire dans le droit 2 nouvelles notions. La première, c'est de reconnaître le droit des générations à venir. Aujourd'hui, nous n'avons aucune possibilité de nous imposer des devoirs au regard de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc ces générations futures doivent pouvoir être représentées en justice pour justement faire arrêter ce type de projet. Et la deuxième, qui est encore plus révolutionnaire dans notre conscience commune, et que porte très très bien, par exemple, tout le mouvement dans le Dakota en ce moment par les Amérindiens, c'est de dire que la nature elle-même doit pouvoir être représentée en justice parce que notre écosystème, l'écosystème Terre, est en danger. Et en mettant l'écosystème Terre en danger, en mettant l'océan en danger, c'est l'humanité que nous mettons en danger aujourd'hui. Voilà, donc je voulais élargir un petit peu le propos et vous dire que vous devez agir, vous, en tant que citoyen, en signant les ICE et les pétitions, agir bien évidemment sur vos modes de consommation et soutenir tous les mouvements qui peuvent nous permettre aujourd'hui de créer une législation beaucoup plus puissante. Voilà.
Henri Augier, vous Oui, voulez réagir? On vous remercie. Bon, c'est certain qu'en si peu de temps, on ne peut pas tout traiter, hein, c'est certain. Bon. Vous avez dit qui vous étiez? Bah alors? Je me nomme Valérie Cabanès, donc je suis porte-parole du mouvement en France. Je suis auteure d'un livre aussi qui vient de sortir il y a quelques jours et je suis là pour une séance de signature entre 5 et 7. Un livre qui s'appelle Un nouveau droit pour la Terre. Et votre organisation s'appelle? End Ecocide on Earth. End Ecocide on Earth, ok. Arrêtons l'écocide planétaire en français. C'est en anglais, c'est pour ça. Oui, bon, je ne peux pas tout reprendre, on ne peut pas tout brosser, c'est pas possible. Hein, bon. J'ai un copain qui me dit, quand on t'a entendu, on a envie de se flinguer. Hein. Donc, je vous donnerai quelque chose, par exemple, un exemple local. Je rejoins ce que vous avez dit. On se transforme en Amazonie. En Amazonie, il y a les chercheurs d'or, oui, mais des petits chercheurs d'or. Donc, ils utilisent l'ancienne méthode qui est d'utiliser le mercure pour extraire l'or. Or, ce mercure ensuite se retrouve dans les eaux de l'Amazonie et donne la névropathie aux Indiens qui meurent de névropathie, comme ça a été le cas des Japonais à Minamata. Voilà. Que faire? C'est un endroit, c'est bien loin de la France. Voilà. Et comme ça, je peux en citer des centaines et des centaines. Autre chose, il se trouve que c'est en France. Laissez-moi terminer. Autre chose, vous l'avez évoqué, madame, nous sommes actuellement à une époque, donc avec le changement climatique, et on n'a pas conscience de ce qui va se passer. Parce qu'il y a bien eu les accords donc, de Paris, la COP 21, qui avait fixé la barre d'augmentation de la température à 1,5 degré. Or, la plupart des gens pensent qu'on va dépasser les 3 degrés, et de nombreux spécialistes pensent qu'on va dépasser les 5 degrés. Alors, c'est quelque chose de terrifiant qui s'annonce pas pour nos générations, même pas vous qui êtes beaucoup plus jeune que moi, mais peut-être dans 100 ans, mais qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, vous l'avez bien dit, madame, hein, il va y avoir une acidification de la mer. Ça a commencé, hein, ce n'est pas encore total, ça a commencé. Et ça a commencé par les choses les plus fragiles. Sont en danger actuellement tous les récifs coralliens, qui sont d'une beauté et d'une exubérance de valeurs fantastiques. Eh bien, comment ça se passe? Ces récifs, ce sont des animaux qu'on appelle des polypes, et ces polypes vivent en parfaite synergie de vie avec des microalgues. Or, il s'avère, vous voyez, comme quoi c'est complexe, hein, la pollution, il s'avère que l'acidification de la mer et l'augmentation de la température font mourir les microalgues. Or, comme ils vivent en synergie, le polype ne peut plus vivre parce qu'il n'a pas assez de nourriture, le plancton étant très pauvre, étant donné que ce sont des mers pauvres à cause de la température de l'eau. Et par conséquent, on assiste à une dégradation et bientôt à la mort de ces grands écosystèmes, et notamment, vous connaissez la grande barrière d'Australie. Donc, que faire? Que faire? Et il y a une menace, vous l'avez très bien expliqué, il y a une menace aussi sur la fabrication de tout ce qui est les tests, les coquilles, etc. L'acidification de la mer va empêcher que se produisent ces phénomènes. Ça veut dire qu'on aura des escargots de mer sans coquilles, on aura des moules sans coquilles, etc. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout ce que l'on peut trouver comme répercussion, sans parler bien sûr de la montée de la mer et les catastrophes qui ont commencé. Donc, vous voyez, il y a d'une part à résoudre plein de problèmes locaux, et puis des problèmes généraux, comme par exemple donc, le réchauffement climatique et toutes ses conséquences, également modification des grands courants océaniques, mais il y a aussi des choses que vous ne savez pas. On a donné naissance à quelque chose d'épouvantable qui s'appelle les PCB, polychlorobiphényles. Ces PCB ont envahi le monde. Et je ne m'étendrai pas, j'ai écrit un bouquin là-dessus. J'ai fait donc l'inventaire mondial de la pollution par les PCB. C'est affreux. Je vous engage à lire ce livre et de militer pour qu'on arrête tout ça. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pratiquement plus enlever dans les milieux naturels. Le monde entier est contaminé par les PCB. On a arrêté, on a interdit la pêche des poissons dans le Rhône, on a interdit la pêche des poissons dans l'estuaire de la Seine, et ça va continuer. Et la Camargue est également menacée. On me fait signe en régie, comme on dit.
Non, moi, on ne terminera pas sur un constat d'impuissance. Hein. Il n'est pas question, même si je dois me faire engueuler après. Il y a des choses très complexes, il y a des choses pas comprises, et il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir. Et je suis sûre que vous serez d'accord pour faire votre part chacun, puis allez, on va aller faire notre part. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous. C'était passionnant, foisonnant, super déprimant, un grand moment, quoi. Bon après-midi. Du coup, j'en profite, excusez-moi, j'en profite pour vous annoncer la suite. Bah justement, si vous voulez retrouver un petit peu espoir, n'oubliez pas qu'il y a un petit espace association là, hein, avec toutes les associations de défense des océans et des mers qui sont là. Hein, en sortant, vous avez dans la salle juste à côté qui va commencer tout de suite une parole d'auteur. Vous allez pouvoir rencontrer à partir de 17h là maintenant Mathilde Baudon-Marie qui va vous présenter son livre. Elle a travaillé à Thalassa et donc son livre c'est Thalassa des mots à la mer, juste à côté pendant une demi-heure. Ensuite à 17h30 dans cette salle-là vous avez une conférence qui sera passionnante. C'est l'Europe et les migrants. Voilà, animé par Olivier Favier avec Pascal Durand, Violette Ferrière et Juliette Gerbrand. Et à ne pas rater, si vous aimez la plongée, les spécialistes des grands fonds, monsieur François Sarano sera à côté à 17h45 pour vous présenter son livre et parler avec lui, mais vous allez rêver avec ce monsieur. Merci beaucoup, n'hésitez pas à rencontrer les auteurs aussi qui sont en dédicace à côté de la sortie là. Bonne soirée. Merci Marie. C'est bien passé. Clairement grand. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Marc. Sympa. Ouais, c'était un bon échange là. Et t'as vu? Il y a d'espoir. Et tu me diras, c'est quoi le deadline? Savoir si One World, c'est deux projets. Ouais. Allez, salut. Ça marche pas, Expédition Med, bonjour. Alors, bonjour.